Je vais essayer de tenir en 30 minutes, mais je compte sur toi, Bernard, pour mettre une limite à mes débordements. Le titre « Édition scientifique numérisée, autonomie intellectuelle des chercheurs et pédagogie numérique » est à... Je ne veux pas le changer, mais simplement le préciser en précisant la question centrale que je me pose et que je vais essayer de traiter de manière succincte. C'est essentiellement comment penser un modèle d'édition scientifique et pédagogique, les deux me semblant devoir être associés non pas par principe mais par constat sociologique sur pas mal d'aspects à l'ère numérique, qui préserve à la fois le pluralisme intellectuel et l'autonomie des chercheurs et des pédagogues, tout en favorisant le libre accès au savoir. Alors, d'où viennent ces questions? Cette question, elle vient en partie de mon cursus. C'est pour ça que je voulais présenter rapidement dans cette première page. Je suis maître de conférence en sciences politiques à Paris 1, donc je suis rattaché à Paris 1 pour mes enseignements, et je suis rattaché à l'Université de technologie de Compiègne, au laboratoire COSTEC, pour mes recherches depuis 3 ans. Et après avoir travaillé pendant un peu plus de 20 ans en sciences politiques autour de l'analyse des politiques publiques, principalement pendant 10 ans sur l'environnement industriel et 10 ans sur le droit d'asile et l'immigration, depuis 2011, je me spécialise sur un nouveau domaine qui est justement celui de la sociologie du numérique universitaire. Ce que j'appelle de cette façon, c'est l'ensemble des transformations de l'enseignement supérieur et de la recherche à l'ère numérique, sous de multiples aspects, effectivement, et notamment les 3 grandes dimensions structurantes de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est-à-dire l'activité pédagogique, l'activité scientifique et l'activité administrative des 2 champs précédents. Effectivement, alors au cours de ce cursus, j'ai une expérience spécifique aussi de chercheur qui a créé en 2003 le réseau scientifique Terra, qui veut dire Travaux, études et recherches sur les réfugiés et l'asile. Et c'est un réseau scientifique assez typique de l'ère numérique, puisque toutes nos modalités de travail ont été conçues, je dirais, dedans et en relation avec les nouvelles technologies disponibles pour le travail scientifique et pédagogique. Et c'est une plateforme d'édition en libre accès, un peu pionnière. D'ailleurs, elle est devenue pionnière a posteriori, puisqu'en 2003, on n'avait pas du tout dans l'idée d'être pionnier de quoi que ce soit. On avait d'autres préoccupations de chercheurs. Mais maintenant que le mouvement du libre accès se développe, effectivement, certains auteurs nous classent parmi les réseaux pionniers dans cette édition en libre accès. Il faut dire que nos préoccupations, et ça vous permettra de comprendre aussi un certain nombre de mes préoccupations dans cet exposé, étaient très fortement liées sur la question du droit d'asile et des migrations à une conjoncture politique globale qui ne facilite pas du tout le travail scientifique, ni du point de vue des financements, ni du point de vue des inscriptions institutionnelles, ni du point de vue des débouchés éditoriaux. On a souvent eu, enfin je ne suis pas le seul chercheur de ce secteur à en faire la réflexion, le sentiment d'être un peu comme nos collègues des années 30, dont certains luttaient contre l'antisémitisme ou la montée du nationalisme pendant l'entre-deux-guerres. Et c'est vrai que quand on travaille sur l'immigration et l'asile, on a un peu ce sentiment-là, et du coup c'est très bien aussi parce que ça propulse une réflexion très intense sur la question comment préserver une autonomie ou une indépendance de pensée dans un contexte global qui est très défavorable finalement à des pensées décalées, marginales ou critiques par rapport aux politiques publiques, en particulier à l'action de l'État, aux relations internationales, etc. Alors depuis 3 ans, je travaille sur la sociologie du numérique universitaire, notamment en lançant au mois de septembre ce nouveau réseau inspiré du précédent dans sa conception, et qui veut travailler sur des enjeux numériques transversaux à la pédagogie, à la recherche et à l'administration dans l'université, sur aussi la question de ce qu'on est plusieurs à appeler le numérique disciplinaire, et notamment la différenciation des disciplines scientifiques dans leur rapport au numérique, qui nous paraît déjà assez forte, y compris à l'intérieur d'un sous-domaine comme le sous-domaine des arts, des lettres et des sciences humaines. Une optique
qui va être aussi présente dans mon exposé est le souci de préserver le pluralisme intellectuel à l'intérieur de ce réseau et je dirais d'une manière générale, c'est-à-dire la diversité des points de vue et de construire des modalités de collaboration, y compris avec des pensées qui ne sont pas forcément les nôtres ou nos préférés, etc. Une des grandes difficultés du travail en sciences sociales. Le domaine empirique est limité et tout mon propos n'aura de validité que dans ce cadre, que dans ses limites. Je ne peux parler que du domaine des arts, lettres et sciences humaines, c'est-à-dire que je sais suffisamment de choses sur les autres sciences, physique, biologie, chimie, pour mesurer mon niveau d'incompétence et à ce stade de l'avancée de mes travaux ne pas pouvoir du tout en parler. Alors c'est important pour les collègues qui ne sont pas spécialisés en arts, lettres et sciences humaines, on a souvent des malentendus qui sont liés à des différenciations, à mon avis très fortes, entre les deux domaines du point de vue qui nous intéresse ici. Et pour le moment, je ne peux parler que du cas français, j'exclus pas du tout, et même j'ai bien l'intention de faire des comparaisons internationales, mais avec nos méthodes de recherche, comparer deux pays, c'est 2 fois plus de travail. C'est pas simplement un travail différent, c'est 2 fois plus de travail. Donc, dans ce cadre-là, la question que j'ai évoquée tout à l'heure, je vais faire 2 parties, simplement une première partie d'état des lieux et une deuxième partie répondant aux attentes de l'organisation du séminaire, c'est-à-dire de déboucher sur des propositions. Pour ce qui concerne l'état des lieux dans le domaine des arts, lettres et sciences humaines en France, ce qu'on observe, c'est que le développement de l'édition scientifique et pédagogique numérique, en libre accès notamment, accélère l'effondrement du marché du livre et des revues scientifiques sur papier. C'est pas un phénomène nouveau. Moi, quand j'ai commencé ma thèse en 1994, mes professeurs à Sciences Po me disaient tous les jours ça baisse, ça baisse, ça baisse, le chiffre de vente sur nos livres, donc le phénomène est ancien, mais ce qu'il y a de clair, c'est que depuis 10 ans, on est passé d'une baisse lente à une baisse rapide, et qu'on a un peu l'impression de ne pas être très très loin de toucher le fond. On commence à avoir fermé des collections, à avoir fermé des maisons d'édition, donc le phénomène s'aggrave de toute évidence. Les chiffres de vente aujourd'hui sur ce domaine sont à peine suffisants pour couvrir les factures de production. La facture de production reste constituée, je gère moi-même des collections papier chez un petit éditeur, suivant les maisons d'édition, on a quand même 60 à 70% du coût de production qui est directement lié au papier, c'est-à-dire à l'impression, à la distribution qui absorbe une grosse partie de la facture et au stockage également. Alors, on peut s'affranchir du stockage avec l'imprimerie numérique, mais il nous reste des coûts de production liés au papier qui sont très lourds, ce qui fait que la contrainte à abandonner le papier, c'est une contrainte économique qui me semble être à peu près inéluctable. Et l'autre dimension qui propulse ce transfert, c'est la question de l'audience. Publier un livre papier aujourd'hui, pour les auteurs, les chercheurs, c'est se condamner à une sous-audience évidente. C'est-à-dire que nos livres papier se vendant à quelques centaines d'exemplaires qui seront casés dans quelques rayons de bibliothèque ont une audience déjà infiniment inférieure à celle que l'on aurait par une publication numérique, notamment en accès ouvert. Donc sous cette double contrainte économique et contrainte d'audience, dans une époque de surcroît où on nous attend beaucoup sur cette question de l'audience de nos publications, je ne vois pas d'autre issue à une échéance qui est difficile à apprécier, mais moi que j'ai tendance à situer à quelques années, à une quasi-disparition du livre papier classique dans ce domaine. Alors, pas aussi vite dans toutes les disciplines. Il est probable que les collègues qui travaillent en littérature subiront moins parce qu'ils bénéficient d'un mode d'usage du livre qui est un usage de loisir, de détente, etc. et qui maintient un segment de marché. Mais voilà, quand on travaille en géographie, en histoire, en philosophie, en sciences politiques, etc., là, par contre, le livre papier semble bel et bien en déperdition. Alors, qu'est-ce qui se passe par ailleurs ? Ce livre papier disparaît. Oui, première chose à souligner, c'est qu'on est en train de voir disparaître un monde, finalement, qui est le monde de l'édition classique, tel qu'on la connaît en sciences depuis 2 siècles au moins. On ne sait pas ce qu'on va gagner avec le numérique, mais c'est pas inintéressant de voir ce qu'on perd éventuellement si on n'arrive pas notamment à le maintenir. Et notamment, ce marché éditorial papier classique
a été extrêmement important pendant 2 siècles, et même plus de 2 siècles en fait, depuis les révolutions libérales du XVIIIe siècle. Il a joué un rôle essentiel dans le pluralisme intellectuel, en raison de sa dispersion. C'est une des grandes caractéristiques de ce marché éditorial scientifique et pédagogique, c'est que ça a toujours été un marché très peu concentré, au sens économique, extrêmement dispersé, avec une prolifération, une myriade de petits éditeurs qui se sont construits historiquement autour de projets intellectuels, souvent en relation soit avec des partis, soit avec des réseaux d'artistes, d'intellectuels, d'auteurs, des communautés de pensée, etc., etc. Et on a eu cette prolifération depuis 2 siècles de ces maisons d'édition, multiples et variées, qui ont dégagé énormément de marge de manœuvre sur le plan intellectuel, en permettant à des pensées décalées, critiques, déviantes, marginales, d'émerger et éventuellement, suivant leur degré de succès, de prospérer. Et notamment, c'est sans doute très largement ce qui a permis de penser contre l'État, au XVIIIe et au XIXe siècle, ce qui n'était pas une chose facile, et aussi de penser plus largement à contre-courant, c'est-à-dire que les idées dominantes ne sont pas forcément uniquement corrélables à l'État et à sa communication étatique ou à sa propagande, mais aussi les époques sont traversées de formes d'hégémonie intellectuelle. Au milieu du XXe siècle, on ne pouvait pas penser en sciences économiques pratiquement sans être keynésien ou proche du keynésianisme. Il fut une époque où on ne pouvait pas penser, notamment quelques décennies plus tôt, sans être libéral. Voilà, dans certains pays, on ne pouvait pas penser la science économique sans être marxiste. Donc, penser à contre-courant demande un dispositif éditorial, justement, qui a été acquis par cette prolifération des petites maisons d'édition tout au long des 2 siècles. A contrario, quand cette prolifération, cette diversité n'existe pas, et là on a des conjonctures historiques qui nous permettent de parler sur du concret, lorsque en particulier le marché éditorial disparaît au profit de modes de communication qui passent par l'État, c'est-à-dire dans les régimes autoritaires de type communiste soviétique ou de type fasciste ou corporatiste d'Amérique du Sud, à ce moment-là, effectivement, on voit le domaine des arts, lettres et sciences humaines devenir complètement stérile, purement et simplement stérile. C'est-à-dire qu'on peut toujours aller chercher dans les archives de l'Académie des sciences sociales de Moscou durant la période stalinienne quelques articles de chercheurs en sciences sociales, mais on les regarde comme des pièces de musée et il ne viendrait personne, même en lisant les traductions, de s'inspirer de quoi que ce soit dans ce genre de texte. Si vous allez voir dans l'Amérique du Sud des régimes corporatistes militaires, vous aboutissez au même constat. Donc c'est là où on voit que le rapport entre l'État et le marché sur cette question éditoriale est tout à fait essentiel, et la structure du marché en particulier. En ce qui concerne cette structure du marché aujourd'hui, telle qu'on la voit émerger dans le marché éditorial numérique, le constat qu'on peut tous faire, c'est un constat pour le moment de tendance à la concentration du marché extrêmement forte. Alors, une concentration qui est d'abord celle de l'édition scientifique en général, toutes sciences confondues, avec 3-4 grands opérateurs mondiaux comme Elsevier et d'autres qui se sont concentrés progressivement et sont en position oligopolistique. Alors ça impacte aussi le domaine des arts et lettres et sciences humaines sur la bibliographie internationale, ça impacte surtout les sciences de la technique, de la matière, de la santé, mais aussi le domaine des arts et lettres et sciences humaines. Et en réaction à cette hyper-concentration du marché scientifique qui a pour effet notamment de voir les prix monter perpétuellement, avec des coûts d'abonnement aujourd'hui pour les universités à ces bouquets numériques qu'offrent ces grands éditeurs en situation oligopolistique, qui sont des coûts totalement exorbitants. Ils ont connu une inflation exponentielle, et en fait, ils absorbent des fonds publics, évidemment, puisqu'ils assèchent complètement le budget des bibliothèques universitaires partout dans le monde. Donc c'est là où on voit bien que le déséquilibre qui s'opère sur un marché sans régulation étatique et qui tend à se concentrer a finalement pour effet non pas de prospérer sur des fonds privés, mais principalement de prospérer sur des fonds publics aujourd'hui. Alors en réaction à ce phénomène, s'est développé depuis quelques années un mouvement dit du libre accès ou de l'accès ouvert.
un objet de discussion sur l'intitulé. Je vais parler d'accès ouvert dans un premier temps aux publications scientifiques, passant principalement aujourd'hui par des plateformes institutionnelles publiques, financées sur fonds publics. S'agissant de la France, typiquement vous les connaissez, c'est la plateforme HAL développée par le CNRS et un centre spécialisé, le CCSD de l'INIST. Et pour les arts, lettres et sciences humaines plus spécifiquement, une plateforme qui s'appelle Open Edition, dans laquelle vous savez revue.org, Calenda, etc. et qui est également une plateforme financée sur fonds publics par un service Cléo qui est à Aix-Marseille, qui est rattaché au CNRS et à l'EHESS. Dans les deux cas, on a des formes de concentration oligopolistique. Que ce soit sur un marché privé ou que ce soit dans le cadre du secteur public, je dirais que le problème du point de vue intellectuel et éditorial est à peu près similaire. C'est-à-dire qu'une position monopolistique, qu'elle soit détenue par une holding ou par un État, pour le champ intellectuel, artistique des créateurs et des auteurs, ça revient à peu près au même. Du point de vue qui m'intéresse ici, c'est-à-dire du pluralisme, des courants, des idées, des expressions, et du point de vue de l'autonomie intellectuelle des chercheurs et des pédagogues. Dans les deux cas, ces concentrations organisationnelles, institutionnelles, provoquent une concentration du pouvoir de décision, et c'est principalement le problème. C'est-à-dire qu'on a dans les deux cas un phénomène de concentration du pouvoir de décision, aussi bien des décisions techniques, et Dieu sait si dans le domaine numérique c'est tout à fait essentiel, que des décisions budgétaires, des choix d'imputation financière à des orientations ou à d'autres, que des décisions aussi éditoriales portant sur les contenus, sur des préférences relatives au contenu. Alors, cette concentration du pouvoir de décision n'est pas en elle-même génératrice d'effets pervers. Je veux dire par là qu'on a connu à un niveau macro des régimes où le pouvoir était concentré, mais où il était exercé par des despotes éclairés. Et donc effectivement, un despote éclairé peut être extrêmement bienveillant, progressiste, ouvert, etc. Mais ça n'en reste pas moins un despote. Et dans un système de concentration du pouvoir de décision, évidemment, il n'existe aucune garantie qu'en fonction des variations de conjoncture historique et politique, cette concentration ne bascule pas un jour vers des formes d'autoritarisme beaucoup plus brutales, répressives et coercitives sur le plan intellectuel. Donc aussi bien sur les grands oligopoles privés que sur les plateformes publiques institutionnelles, tout un tas de questions se posent aujourd'hui sur les conditions d'accès à ces systèmes d'édition et de publication, l'utilisation des outils informatiques constitutifs de ces systèmes, et en particulier des utilisations latérales qui peuvent être faites en matière bibliométrique, y compris contre les chercheurs eux-mêmes, et sur les contraintes de maintien dans le système en fonction des évolutions du contexte politique et des évolutions des pensées qui se développent dans les revues, dans les laboratoires. Et tout ça explique sans doute une très faible utilisation, par exemple, du système HAL en France dans le domaine des arts, lettres et sciences humaines. Les collègues très marginalement, ou plutôt très majoritairement, n'acceptent pas encore de passer par ce système parce qu'il n'offre pas justement les garanties que l'on recherche de liberté intellectuelle. Plus récemment se rajoute un autre phénomène que vous connaissez, et c'est intéressant de le greffer là-dessus, le phénomène des MOOC, très médiatisé, des cours numériques en accès ouvert, où on observe un peu les mêmes tendances à la concentration institutionnelle. S'agissant de la France, c'est essentiellement une plateforme en France, la plateforme France Université Numérique, qui est porteuse de cette propulsion des MOOC, mais aussi des universités numériques thématiques qui sont plus anciennes, des universités numériques régionales qui sont chaque fois des plateformes qui sont d'ailleurs les unes avec les autres très étroitement imbriquées sur le plan institutionnel, et de toute façon toutes inscrites dans un appareil d'État qui est un appareil hiérarchisé, avec au sommet un gouvernement politique qui est en mesure de manipuler à la fois les finances, les règles de droit et les moyens personnels gérant les dispositifs techniques. Alors, ces MOOC sont en même temps intéressants à examiner du point de vue de la question qui nous intéresse, c'est-à-dire de l'édition scientifique, parce que
on voit bien, j'en ai expertisé un récemment à la demande de collègues de l'EHESS sur la Première Guerre mondiale, on voit bien apparaître ce que je pense tout le monde ici a à l'esprit, c'est-à-dire une convergence à la fois de l'écriture textuelle, de l'écriture vidéo, de l'écriture sonore, et au fond une convergence du cours et du livre. Hein, c'est-à-dire que entre un MOOC qui se présente comme un cours et un livre généré dans ce qu'on appelle une écriture enrichie, autrement dit une écriture, quel que soit le format, truffée de vidéos, de bandes-son, d'images, etc., etc., il n'y a plus de différence de nature. Il y a éventuellement des différences de proportion, il y a peut-être plus de texte dans le livre enrichi que dans le MOOC, mais fondamentalement, voilà, on a un continuum, et on peut aussi bien faire un MOOC dans le cadre d'un livre enrichi qu'un livre dans le cadre d'un MOOC, d'ailleurs. Voilà, on a une convergence technologique du livre et du cours sur support numérique qui est évidente, et on a aussi une convergence de problématiques. C'est-à-dire que dans les deux cas, une des questions centrales qui se pose, c'est celle du rapport à l'accès ouvert, au libre accès. Le propre des MOOC étant de justement se présenter comme des cours ouverts à tous, et ce qu'on recherche dans l'édition scientifique en libre accès, c'est une édition scientifique ouverte à tous également. C'est-à-dire que la problématique du libre accès est commune au segment recherche du monde universitaire et au segment pédagogique. Elle concerne également le segment administratif, même si ça se traite de point de vue de politique publique un peu à part. D'où cette transition vers la question du libre accès. Accès ouvert ou libre accès, c'est bien toute la question. Notamment du point de vue qui m'intéresse ici, c'est-à-dire d'un point de vue politiquement orienté en faveur du pluralisme intellectuel et de l'autonomie des chercheurs et des pédagogues. Il faut distinguer strictement l'accès ouvert et le libre accès. Pourquoi ? Parce que l'accès ouvert, on n'a pas attendu l'Internet pour le pratiquer. Si vous reprenez l'histoire de la propagande politique des États, en particulier, depuis des siècles, l'accès ouvert a été pratiqué énormément. Toutes les publications de l'Académie des sciences sociales de Moscou, par exemple sous l'ère stalinienne, étaient en accès ouvert, c'est-à-dire qu'elles étaient diffusées gratuitement dans la population, avec le support papier de l'époque, c'est évidemment pas l'Internet, mais c'était de l'accès ouvert. Pratiquement toutes les propagandes d'État et tous les travaux dits scientifiques à cette époque dans les pays communistes étaient en accès ouvert, accessibles à très bas prix. Est-ce qu'on en dirait pour autant que les auteurs de ces productions étaient libres intellectuellement? J'en doute pour ma part très fortement. Est-ce qu'on en déduirait que les citoyens dans ces pays étaient libres de l'accès au savoir en raison même de l'ouverture de ces publications à tous? Personnellement, j'en doute totalement aussi. Et autrement dit, il n'y a pas de rapport direct entre la question de l'ouverture au savoir et la question de la liberté, que ce soit pour les auteurs ou pour les citoyens. Je prends les cas communistes, mais si on prend du côté des démocraties libérales, vous allez voir les publications abondantes de la Rand Corporation pendant la guerre du Vietnam, qui était le principal think tank d'État autorisé à valider les savoirs scientifiques sur ce qui se déroulait au Vietnam pendant la guerre. Ben, on est exactement... Alors c'était en libre accès aussi, enfin, c'était en accès ouvert, complètement ouvert, c'était même très largement diffusé dans la presse, etc. Pour autant, évidemment, ça ne reflétait pas une liberté intellectuelle vis-à-vis des événements de la guerre du Vietnam, et pas davantage une liberté des citoyens américains de savoir exactement ce qui se passait pendant la guerre à ce moment-là. Donc ceci pour bien démarquer accès ouvert et libre accès, et arriver sur la deuxième partie des propositions, des prospectives, avec quelques éléments de prospective sur des émergences, mais il n'y a pas de boule de cristal, et donc surtout plutôt des espérances qui sont orientées par des valeurs que je vous ai indiquées. Il me semble que dans ce contexte numérique, il n'y a pas d'autre solution que de s'adapter au mouvement technologique. Alors, j'assume éventuellement une petite inclination technophile. J'ai un papa informaticien, j'ai baigné dans ce monde-là toute ma vie, donc effectivement ce monde-là me fait pas peur. Je comprends
voilà, des réticences ou des envies de freinage s'exprimant chez les collègues, elles me paraissent illusoires de toute façon. Cette informatisation du monde, moi, me semble complètement aussi inéluctable que l'électrification de nos villes et de nos maisons au XXe siècle. Donc il faudra s'y adapter avec des temps d'accélération qui sont propres à l'informatique, qui sont extrêmement rapides. Et sur le plan éditorial, l'adaptation est extrêmement brutale et lourde à gérer. Il va falloir s'adapter aussi à ce contexte de concentration du marché éditorial actuel, sachant que ce n'est pas forcément un phénomène durable. C'est-à-dire qu'on a eu des phases à des périodes similaires de création, destruction d'emplois, d'innovation technologique, notamment à la charnière du 19e et du 20e, où on a eu des phénomènes de concentration très forts de certains marchés, mais qui n'ont été que, qui n'ont duré que quelques décennies et qui ensuite ont été progressivement régulés, par exemple par les lois antitrust américaines, hein, qui ont pris en charge le problème. Donc, il est difficile de savoir si ce phénomène de concentration du marché éditorial est durable ou pas. À mon avis, simplement, il faut s'y adapter en produisant un nouveau modèle éditorial sur ce domaine des arts et lettres et sciences humaines qui comprend 3 dimensions à intégrer: la connaissance et la maîtrise du numérique, des outils numériques. Ça veut dire, pour les nouveaux éditeurs, bien connaître notamment les contextes socio-professionnels des chercheurs, des auteurs, des pédagogues. Et cette connaissance est loin d'être évidente, en fait, hein, notamment parce que ces contextes sont extrêmement changeants aujourd'hui. Hein. On a tout un tas d'émergences qui apparaissent, par exemple la vague sur l'évaluation transforme tout un tas d'éléments de régulation des disciplines et se répercute sur la conception qu'on peut avoir des revues, de leur utilisation en bibliométrie, en système d'évaluation, en management des personnes. Donc ce sont des contextes très, très changeants, les structures universitaires, et ça se répercute évidemment sur le monde éditorial. Nouveaux contextes sociaux également de consommation des productions scientifiques et pédagogiques, des usages sociaux de dispositifs numériques. Là encore, ça veut dire incorporer des compétences dans le champ éditorial tout à fait nouvelles. Deuxième dimension, et là c'est une dimension normative et politiquement orientée que j'assume, hein, celle d'une philosophie libérale dont j'ai exposé rapidement les raisons de présence dans cette réflexion. J'entends par philosophie libérale une philosophie politique qui n'est pas la philosophie politique néolibérale du 19e ou du 20e, mais une philosophie politique libérale qui est celle de la philosophie des Lumières, donnant naissance en gros aux révolutions libérales du XVIIIe siècle, dont la Révolution française de 1789, et qui constitue du point de vue des doctrines politiques un fond commun à peu près à toutes les doctrines politiques qui se sont développées au XIXe et XXe siècle. C'est-à-dire que cette philosophie des Lumières donne naissance à la fois au libéralisme au sens où on l'entend aujourd'hui, de néolibéralisme économique, mais également à l'anarchisme, au marxisme, au socialisme utopique, bref, à tous les corps de doctrine proviennent de ce fond commun des Lumières, qui est particulièrement intéressant pour nous parce que une des préoccupations des Lumières a été de défendre justement l'autonomie et la liberté intellectuelle des philosophes d'abord, et puis plus largement de ce qu'on appelait alors les savants, c'est-à-dire les érudits, les auteurs, souvent les clercs éventuellement, hein, y compris des clercs reconvertis ou laïcisés. On pense à l'abbé Sieyès, à Condorcet et à bien d'autres. Non, Condorcet n'était pas abbé, je pensais à l'abbé Grégoire plutôt. Bref, voilà, cette philosophie des Lumières a soutenu énormément et a fait ce qu'il fallait, je dirais, intellectuellement, pour arriver à défendre cette autonomie et ce pluralisme intellectuel. Mais il y a une troisième dimension à intégrer dans cette reconfiguration de l'édition, c'est évidemment le modèle économique. Dès lors, en particulier, qu'on veut s'orienter vers le libre accès aux publications scientifiques, tout le modèle économique doit changer. La rémunération par l'Internet est aujourd'hui très faible. Il y a un peu de rémunération latérale par les encarts publicitaires sur les sites ou sur les pages, mais ça reste tout à fait marginal par rapport aux besoins financiers. Et donc, il va falloir penser un nouveau modèle économique qui probablement procédera dans un premier temps d'une forme d'hybridation des sources de financement. En particulier des sources de financement publiques, mais aussi privées, diverses et variées, sur lesquelles je reviendrai encore si Bernard, tu me laisses quelques minutes, si je n'ai pas trop débordé. Bon. Alors,
5 minutes. Alors 5 minutes, ouais, je vais essayer. Je vais laisser passer, je vais passer ça rapidement. Bon, en gros, moi, ce qui me semble devoir être développé aujourd'hui, ce sont des petites maisons d'édition numériques qui seront probablement des maisons d'édition nouvelles. Plus j'observe les maisons d'édition classiques, moins je crois dans leur capacité d'adaptation à ce nouveau monde. Donc moi, l'hypothèse de transition qui me paraît la plus probable, c'est la disparition d'un très grand nombre de maisons d'édition classiques et la recréation de nouvelles conçues complètement différemment. Alors, qu'est-ce qui change en particulier? C'est la conception du livre, évidemment, qui change profondément. Les dernières émergences les plus importantes, c'est le livre numérique enrichi. Le livre numérique enrichi, c'est, je dirais, à la base un livre ordinaire, mais sur lequel soit l'auteur, soit plus probablement des nouveaux métiers, notamment les ingénieurs d'information scientifique et technique, repassent derrière l'auteur pour faire un travail de co-auteur d'une certaine façon qui consiste à enrichir le texte de l'auteur de références qui se trouvent en accès libre, par exemple, sur le web, mais à l'enrichir également de vidéos, d'images, d'iconographies, de bibliographies en ligne, etc., etc. Alors, c'est vrai que l'auteur peut le faire dans l'absolu, mais le temps de travail d'enrichissement est considérable. Et il n'est pas évident qu'on ait intérêt à utiliser les compétences d'un auteur-chercheur spécialisé sur un domaine pour faire cet enrichissement. C'est probablement plus intéressant de lui dire de continuer à faire de la recherche sur son domaine et de confier à un ingénieur d'IST, lui-même relativement spécialisé sur le domaine, le travail d'enrichissement du livre numérique. Mais ça veut dire émergence dans la maison d'édition d'un nouveau type de métier et donc d'une budgétisation également différente. C'est aujourd'hui ce qui bloque considérablement la transformation organisationnelle des missions d'édition. Ces livres enrichis, à mon avis, lamineront toutes les idéologies du moment sur les MOOC, c'est-à-dire que dans un livre enrichi, si on veut mettre 12 séquences correspondant à des cours, on peut le faire, et on peut le faire beaucoup mieux que sur les supports de type MOOC aujourd'hui, puisque voilà, on peut insérer ces séquences et beaucoup d'autres séquences vidéo, sons ou archives à l'intérieur d'un texte profondément travaillé sur le plan intellectuel, dans le domaine, etc. Publication multiformat, évidemment, c'est ce qui commence à émerger, c'est-à-dire des systèmes d'édition en ligne qui produisent le livre enrichi en HTML, sur demande le génèrent en format PDF, et sur demande, qui deviendra probablement marginal, le génère également, numéro par numéro, enfin livre par livre, en impression papier, automatiquement envoyé à une adresse de destination de celui qui a payé en ligne. Format EPUB évidemment pour les smartphones, donc c'est HTML, PDF, EPUB et papier sur demande, hein, le multiformat qu'on voit émerger. En accès partiellement ou totalement ouvert, évidemment là il y aura sans doute des modèles différents qui apparaîtront suivant les systèmes de financement, suivant aussi les desiderata et les projets éditoriaux. Dans ce cadre-là, il faut penser des nouvelles relations, donc auteur-éditeur, et surtout penser un nouveau modèle économique de ce genre de maison d'édition. Alors, je m'attache à y réfléchir beaucoup depuis que j'ai lancé le réseau Numéruni, parce que j'aimerais bien justement que ce réseau propulse une maison d'édition de ce type. Pour le moment, ce qu'on voit émerger, ce sont essentiellement deux modèles de petites maisons d'édition numériques. Certaines presses universitaires, notamment au Canada, se lancent sur ce créneau-là. Autrement dit, développent des collections nouvelles de livres enrichis en libre accès, et évidemment le financement à ce moment-là est intégralement public et universitaire. Hein. Donc c'est un scénario possible, et il est évident que si toutes les universités, par exemple françaises, alors malheureusement elles sont peut-être en voie de réduction en nombre, hein, si on passe effectivement d'une centaine à 25 dans les prochaines années, donc ça reposera d'ailleurs des problèmes du point de vue de la diversité et du pluralisme des presses universitaires, mais si on se met à un niveau de maillage plus fin et qu'on imagine que chaque UFR ou chaque laboratoire, ce qui est techniquement tout à fait possible,
produisent l'équivalent d'une collection ou d'une maison d'édition en ligne en libre accès, à ce moment-là, on retrouverait à l'échelle du champ universitaire dans son ensemble une diversité, un pluralisme probablement suffisant pour atteindre les objectifs que l'on recherche de liberté intellectuelle. Simplement, la transformation des presses universitaires en France, alors là, pour le coup, elle me paraît encore plus improbable que celle des éditions privées, parce que ce sont des structures qui sont extrêmement sclérosées d'un point de vue organisationnel et institutionnel, et pour le moment, ce sont les dernières qui arrivent à s'adapter au monde numérique. Donc il est peu probable que la transformation pour la France, en tout cas, le Canada étant dans une situation différente, vienne de là. Et du coup, les espérances se portent logiquement sur des maisons d'édition privées, qui peuvent être des entreprises ou des associations à but non lucratif, et qui remplacent, on en voit émerger déjà, et qui remplaceront, à mon avis, probablement les maisons d'édition classiques, en intégrant ces nouvelles technologies, évidemment, dans la conception même du livre, dans le rapport et la construction des rapports aux auteurs et aux professionnels de l'édition, en intégrant également un nouveau modèle économique qui se cherche aujourd'hui, mais que l'on tend à chercher sur une hybridation des financements, je vous disais, une des options envisageables étant l'utilisation simultanée aussi bien pour le financement des plateformes initiales d'édition numérique en libre accès que de chacun des livres ou numéros de revue qui seraient publiés sur ces plateformes, à associer le fameux crowdfunding qui se développe beaucoup dans d'autres domaines, mais qui commence à se développer dans le domaine de l'édition scientifique des arts, lettres en sciences humaines, qui consiste à utiliser ces sites qui annoncent un projet et qui appellent une certaine somme par donateurs volontaires. Et là, j'ai un cas d'une collègue là, en sciences politiques, il y a quelques semaines, qui a fait financer à hauteur de 8 000 € un projet éditorial. Donc voilà, on a des exemples concrets qui nous montrent que c'est possible, probablement pas suffisant. Il faudra sans doute hybrider avec des formes de sponsoring classiques, avec du financement académique ponctuel qu'on peut obtenir sur les programmes de recherche de type ANR, etc., dont on peut dévier une partie des fonds assez facilement vers justement du refinancement latéral d'activités éditoriales, des accords de distribution. Pardon, madame est à la NR peut-être. C'est prévu, oui. Non, mais ce que je veux dire, dévier au sens... C'était pas du détournement de fonds. C'était pas des fonds qui vont plus directement sur le financement de la recherche elle-même, mais celui de la valorisation de la recherche. D'autre part, les accords de distribution avec les producteurs de bouquets et tout cela va appeler, là je termine, avec un nouveau métier qui devient nécessaire dans ces maisons d'édition, c'est justement la personne qui va rechercher les fonds dans un contexte qui est hybride, qui est à la fois le marché, celui du marché et du secteur privé. Ça demande de bonnes connaissances des institutions, de leur fonctionnement, des procédures d'appel d'offres, de gestion des flux financiers, et de toute évidence, ça correspond pour ce domaine-là à encore un métier nouveau à intégrer dans ces maisons d'édition. Voilà, excusez-moi d'avoir été un peu long. Non, c'était pas long, c'était juste comme il fallait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jérôme. Alors je propose, parce que j'espère un peu remarquer qu'il y avait une unité de conception, enfin, le fait qu'Ishida soit intervenu juste avant Jérôme, finalement, ça avait beaucoup de sens, même si au départ on l'avait pas prévu comme ça. Vous avez dû noter aussi qu'on avait prévu une intervention de Claude Kirchner, qui est directeur des relations partenariat de l'INRIA et délégué à la recherche, mais qui ne peut pas venir finalement parce qu'il a une réunion à Nice, il comptait venir au départ. Mais si je le signale, c'est pas simplement pour l'excuser, comme il l'a demandé, mais c'est parce que il devait nous parler des plateformes sur lesquelles l'INRIA travaille dans le champ de l'édition scientifique, par exemple, en particulier par rapport à des situations d'hégémonie comme celle d'Elsevier dont tu as parlé, ou d'autres. Voilà, donc nous avions l'intention de parler de cela. Avec lui, et ça ne sera pas cette fois-ci, mais ça sera peut-être au mois de décembre. Voilà, on va ouvrir une discussion, puis ensuite on terminera le séminaire avec Denis Péchanski. On aura une discussion avec lui ensuite sur son intervention, puis on aura une discussion générale et on finira à 18h ou 18h30, quoi.
Voilà. Donc, qui veut intervenir, questionner ou... Oui, je vous en prie. On va vous donner un micro. Oui, j'aurais beaucoup à dire, mais justement sur les formats, je pense qu'il est important de prendre en compte le fait qu'on publie sur le web ou on publie pour le web. Actuellement, on publie beaucoup de PDF, c'est surtout de la publication, enfin on prend le modèle papier et on le transpose dans le numérique, donc on publie plutôt sur le web sans profiter de tout ce qu'il permet. Donc là, vous citez justement le format HTML qui porte plutôt à penser que c'est une publication pour le web, profiter des hyperliens, des niveaux de lecture, éventuellement des interactions. Et ensuite, donc ça c'est pas mal. Par contre, quand vous parlez des modèles économiques de ces toutes petites maisons d'édition, quid de la pérennité d'une part, et justement avec ces modèles donc, de ces différents formats, il me paraît intéressant de publier à la fois pour les humains, quand même le minimum, mais aussi pour les machines, donc avec tout ce qui est web, sémantique web, etc. Et ça c'est aussi c'est un métier, mais ça permet aussi de faire des recherches ou des indexations plus puissantes par la suite. Donc sur la pérennité, le problème après c'est que les documents sont liés à une adresse logique, un nom de machine, un chemin. Et que quand la maison d'édition se casse la gueule, qui reprend les choses pour que les documents restent avec le même nom, disponibles, accessibles, annotés, si on les a annotés par leur adresse logique, etc. Est-ce qu'il soulève des questions de comment on identifie un document sur le web auquel doi.org répond pas forcément, pour ceux qui connaissent. Est-ce on va prendre plusieurs questions les unes derrière les autres, et puis après, je te laisserai y répondre. Oui. Je crois que là, quand vous dites que l'accès en libre accès accélère la baisse des ventes, mais il y a tout de même un pays qui a pris une option très différente, c'est la Chine, qui a beaucoup développé les accès en libre accès, et ça a au contraire multiplié dans tous les domaines, y compris dans les domaines, je crois, enfin d'après ce que j'ai cru comprendre de quelqu'un qui a fait une étude là-dessus, que ça a développé au contraire ce qui n'aurait jamais pu se développer. Et regardez quelqu'un comme François Bon, c'est pas dans le domaine scientifique, mais François Bon mise des deux côtés et ça n'a jamais diminué son nombre de ventes. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur, une timidité d'ailleurs, y compris aux États-Unis, face justement à cette nouvelle potentialité? Est-ce qu'il n'y a pas une timidité des éditeurs parce que je pense d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a toute une couche de la population qui ne peut plus acheter des livres et qui serait acheteur potentiel, même de livres, j'allais dire, qui ne sont pas des livres d'abord faciles. Eva. Et après, c'est Olivier qui a donné la parole. C'est ça ? Ma question va à peu près dans le même sens. À l'extrême. Il faut bien parler dans le micro. Dans l'axe du micro. Voilà. Ma question, vous n'avez pas du tout remis. Je pense qu'un peu. Tic, 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 tic. Alors, est-ce que c'est mieux là ? Donc ma question c'est, vous n'avez pas remis en question du tout le fait qu'il doit y avoir des maisons d'édition. Pourquoi ? Et une dernière question de Olivier Landau. Et après, on peut répondre. Deux points sur les livres enrichis. Vous parlez d'un co-auteur qui serait chargé de l'enrichir. On rentre dans le domaine d'objets complexes qu'on a connus avec le cinéma, l'émission de télé, etc. Et ça me semble difficile que ça soit simplement un co-auteur, mais c'est un travail d'équipe avec une organisation d'équipe pour qu'il y ait un contenu qui réponde à la demande. Donc ça, c'est ma première remarque ou question. Deuxième question, vous n'avez pas du tout donné de place au lecteur.
Et dans ce monde-là, il y a certainement une place du lecteur importante à lui donner. Et derrière cette place du lecteur, il y a sans doute des nouveaux modèles économiques à trouver. Parce que vous restez très très classique sur les modèles économiques là. Et il y a sans doute des modèles économiques novateurs autour de la place du lecteur. Ok. Voilà, vas-y Jérôme. Moi j'aurais quelque chose à dire après, mais je vais peut-être te laisser. Première question sur la pérennité de ces futurs, hein, parce que c'est une prospective, même s'il y a des émergences déjà. Donc je ne parle pas tout à fait en futurisme, mais en suivant de près ce que font un certain nombre de jeunes futurs éditeurs qui commencent à se monter en auto-entrepreneurs, etc. La question de la pérennité des petites maisons d'édition, de toute façon, c'est toujours posée. Je ne vois pas, là, pour le coup, de modification notable à l'ère numérique. C'est-à-dire que l'instabilité de ce marché éditorial est liée à sa structure dispersée, je dirais par essence. Hein. Ce qui est stable, c'est justement ce qui procède de formes de concentration. À partir du moment où la concentration est très faible sur un marché, les acteurs du marché sont de toute façon instables, c'est-à-dire qu'il y en a qui disparaissent et d'autres qui émergent en permanence. Moi, mon expérience personnelle d'éditeur, je dirais que j'en suis d'autant plus convaincu que je travaille avec une maison d'édition, les éditions du Croquant, dans lesquelles je gère plusieurs collections, et les éditions du Croquant, c'est une petite maison d'édition typique de ce que je disais tout à l'heure, qui est en train de couler purement et simplement, parce qu'on n'arrive plus à assumer les factures et qu'on se trouve annuellement avec des déficits de trésorerie qui mettent en péril, en l'occurrence c'est une coopérative, ça serait une PME, ça serait la même chose. Donc de ce point de vue-là, je vois pas apparaître de différence notable avec ce que seront probablement les maisons d'édition numérique qui se créeront. Pérennité des documents qui étaient publiés. Alors sur la pérennité des documents, oui, je n'ai pas forcément la réponse à toutes vos questions. Elle se pose de toute façon sur le papier, parce que ce qui menace le support papier, c'est le passage au pilon, en situation de faillite économique, et c'est la disparition pure et simple du support papier. J'ai plutôt l'impression que les supports numériques sont pérennes, parce que plus facilement duplicables et transférables que les supports papier. Quant aux droits d'auteur, ils ne sont pas directement liés au support matériel de la publication. Ils sont liés au cadre juridique et à la dimension suffisamment contraignante de ce cadre juridique. Dans le cadre du numérique, comment on identifie un document? Pour l'instant, on l'identifie par son URL souvent, ou par un identifiant. Actuellement, comment on identifie un document numérique? C'est par son URL. Par exemple, la maison d'édition Toto aurait un site toto.fr sur lequel elle met ses documents et on les référence par cette adresse. Si la maison d'édition Toto est remplacée par une boutique de fringues en ligne, parce qu'elle a fait faillite, et puis voilà, on ne peut plus référencer toutes les annotations qui avaient indiqué ce document, pour indiquer des annotations dans ce document, tombent dans le vide quelque part. Donc il y a un problème d'identification de documents, donc le web n'est pas forcément équipé pour l'instant. Mais les maisons d'édition numériques seront sous forme associative ou sous forme d'entreprise dotée d'une personnalité morale. L'ensemble du droit en cas de faillite d'entreprise s'applique de la même façon, que le support soit papier ou numérique. Je ne vois pas la différence sur le plan juridique. Il n'y a pas de problème sur le plan juridique, il y a un problème sur le plan juste que le nom toto.fr n'existe plus, donc les documents qui étaient sous ce nom de domaine ne sont plus accessibles tout simplement. Qu'ils aient été copiés, ils ont peut-être été disponibles ailleurs, mais avec une autre adresse qui casse complètement les liens et éventuellement tout l'appareil critique qui a été mis autour. Les documents, là je vois dans les publications dans le domaine des arts, lettres et sciences humaines, ne s'identifient pas principalement par le nom de domaine dans l'esprit des gens, ils s'identifient principalement par en fait la maison d'édition ou par le réseau scientifique. Parce qu'on publie sur le web et pas pour le web avec ces possibilités nouvelles offertes de croisement de liens. Oui, c'est possible. Oui, tout à fait. Alors, accès ouvert aux publications baisse des ventes. Moi, je ne connais pas suffisamment l'expérience chinoise pour vous répondre. Ce qu'on observe en France, c'est que la relation entre l'accès ouvert et la baisse des ventes n'est pas liée directement à cette relation sur chaque unité de vente. C'est-à-dire le fait de mettre en accès ouvert un livre n'empêche pas de le vendre. En revanche, la prolifération de contenus intellectuels et scientifiques en accès ouvert sur le web, de toute évidence, fait chuter la demande
d'achat de livres et de revues, y compris pour nous chercheurs. C'est-à-dire que là, je vois sur le domaine du numérique universitaire, où j'ai 95% de la bibliographie qui est en ligne et en accès ouvert, l'idée d'aller acheter un livre m'effleure à peine l'esprit. Je n'arrive pas déjà à traiter 5% de la bibliographie qui est disponible sur le web. Et à mon avis, une grosse partie des consommateurs sont confrontés à ça. C'est-à-dire quand sur un sujet donné qui vous intéresse, vous avez 1000 possibilités en accès libre et que vous ne pouvez en traiter que 10%, l'idée d'aller payer pour en avoir d'autres devient contre-intuitive. Donc c'est pas la relation directe sur chaque livre qui se pose, c'est vraiment le phénomène d'ensemble, le phénomène global. Je vois avec mes étudiants en formation continue, j'ai fait l'expérience cette année, je leur ai fait toute une bibliographie intégralement en ligne, en accès ouvert, sur chaque séance. Et donc, du coup, ils n'ont pas de raison ni d'aller en bibliothèque, ni d'acheter quoi que ce soit, parce que du coup, j'ai découvert dans ma propre discipline l'ampleur de l'accès libre sur la science politique, que je connaissais même pas d'ailleurs, pour ne pas m'y être intéressé ces dernières années. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas, du fait d'une institutionnalisation, de la disparition, par exemple, à la BNF, il y a un an, vous pouviez trouver les revues récentes en accès. Et maintenant, on vous répond, non, vous ne les trouvez plus en accès, vous allez les trouver en ligne. Donc, oui, mais c'est une institutionnalisation qui accentue le phénomène. Alors. Oui, non, on est d'accord. Mais donc, il y a un manque de politique parce que... c'est un phénomène irréversible. C'est-à-dire que l'ampleur aujourd'hui prise par le niveau d'information, de connaissances disponibles sur tous les sujets sur le web est irréversible. Ce qui fait que l'attrait du livre, notamment en support papier... moi, me paraît voué à la disparition. Non, mais du fait tout de même que l'imprimerie, le coût d'imprimerie a tellement diminué que vous avez d'ailleurs des maisons d'édition qui éditent au fur et à mesure. Oui. Donc, moi, je pense qu'on oublie. Je comprends qu'au niveau des chercheurs, vous ayez tout le libre accès et que vous n'ayez pas plus besoin d'aller acheter. Mais je pense que ça permettrait quand même à un élargissement j'allais dire, de lecteurs, qui ne seront pas forcément les plus grands spécialistes, de pouvoir avoir accès à des livres qui seraient à un prix. Et en fait, c'est pour moi pas forcément dirimant. Et au contraire, ça a si on en juge par les émergences, justement, c'est-à-dire ces nouveaux éditeurs payants, numériques, comme les presses académiques francophones. Je ne sais pas si vous savez, une holding qui s'est construite en Allemagne et qui aujourd'hui diffuse sur l'ensemble de l'Europe, et d'autres modèles comme celui-là. Ils arrivent à produire du papier à la demande, donc sur chaque livre parlé ou numéro par numéro, mais en fait ils les commercialisent à des prix qui ne sont pas des prix grand public, qui sont des prix de 50, 80 euros par livre, et quand on tarife à ce niveau-là, on sait très bien ce qu'on fait. On ne cherche pas la vente aux particuliers, on cherche à rentabiliser la publication papier par les achats de bibliothèques. Et ce sont seulement les bibliothèques qui achètent des livres à 50 ou 80 euros, autrement dit, on absorbe des fonds publics pour faire fonctionner la machine privée. Ce qui nous ramène à peu près à la situation aussi des grands oligopoles, qui ne financent pas sur le marché véritablement, mais en fait indirectement, qui est sur un marché public, de financement public. En revanche, la liaison accès ouvert, rentabilité du modèle commercial classique, pour le moment, je la vois apparaître nulle part. Quelques éditeurs ont tenté des livres ou des collections, mais à la marge de leur catalogue, un peu comme un produit d'appel en quelque sorte. Mais voilà, à la marge de leur catalogue. Sinon, ou alors c'est le modèle des PAF à 80 euros le livre, et c'est les bibliothèques qui achètent et qui payent 70% de la facture de production réelle. Dernier point, l'enrichissement. Alors, les maisons d'édition doivent-elles exister ? Oui, si vous suivez bien le raisonnement qui a précédé sur le développement du marché éditorial au 19e, 20e siècle, c'est précisément cette prolifération des maisons d'édition qui a permis cette liberté intellectuelle qui est vraiment constitutive de la culture démocratique de nos pays. Alors, évidemment, elles peuvent disparaître au profit, par exemple, je le disais, des presses universitaires reconverties à l'ère numérique, mais il ne faut pas perdre de vue que ces presses universitaires seront quand même sous contrôle institutionnel, c'est-à-dire sous l'autorité hiérarchique d'une présidence d'université, par exemple, qui n'est politiquement pas neutre du tout. Comment ? C'est facile de faire un niveau numérique, tout le monde peut le faire chez soi.
Alors, l'auto-édition nous pose un problème dans la communauté scientifique, et pour le coup, on la reconnaît très mal, parce qu'il n'y a pas de validation scientifique par un collectif de chercheurs. C'est la certification. C'est l'absence de comité éditorial et de comité scientifique. Ce que dans le nouveau modèle d'édition numérique, on peut très facilement recréer. C'est-à-dire que pour le coup, on a besoin de personnes pour se réunir à 30 ou 40 spécialistes d'un sujet, à examiner les offres qui nous sont présentées. On peut même articuler ça avec les maisons d'édition dont je parlais tout à l'heure, qui acceptent qu'on mette en libre accès d'ailleurs, tout en faisant payer à 80 € le livre ce qu'ils arrivent à vendre, et à la limite, c'est leur problème. Donc on a des possibilités. Par contre, non, l'auto-édition, pour les littéraires, oui, enfin, je veux dire pour les romans, pour les fictions, etc., mais pour le travail de recherche, et les chercheurs en littérature font de la recherche scientifique, les chercheurs en art de la section 18 du CNU font de la recherche scientifique. Pour cela, non, on ne peut pas fonctionner en auto-édition, marginalement. Oui. Tu avais fini, Jérôme ? Il y avait 2 autres questions. Alors, termine. l'enrichissement, travail d'équipe, oui, je suis d'accord. Alors, le modèle, ce qui paraît évident aux premières... moi, j'ai suivi de près le montage d'un livre enrichi. La quantité de travail, vraiment en heures de travail, pour l'enrichissement du livre me paraît complètement exorbitant et inaccessible aux chercheurs tels que je les connais dans l'université française. C'est-à-dire qu'il faudrait pratiquement qu'ils doublent ou qu'ils triplent le temps de travail que génère la production d'un livre pour opérer ce travail d'enrichissement. C'est pour ça que je ne crois pas beaucoup à la possibilité de le faire soi-même. Et donc, pour qu'il y ait livre enrichi, il faudra qu'il y ait un spécialiste de l'enrichissement de livres. Ça veut dire une grande compétence sur le domaine de spécialité du livre. C'est pour ça que, à mon avis, ces maisons d'édition doivent se construire par projet, c'est-à-dire par discipline, par thématique, voilà. Et ça veut dire, alors ça par contre, ils existent, ces spécialistes. Je veux dire, une bonne partie de ce qu'on appelait autrefois les bibliothécaires, aujourd'hui sont des ingénieurs de très haut niveau en information scientifique et technique, et maîtrisent parfaitement toutes les sources de bases de données scientifiques, toutes les possibilités d'accès aux informations qu'offre le web. Et c'est ce type d'ingénierie ST dont on a besoin aujourd'hui dans ces maisons d'édition numérique. Mais c'est pas un métier habituel de l'éditeur classique. C'est aussi une des difficultés de changement organisationnel. Donc évidemment, oui, ça reviendra à une forme de travail d'équipe. En fait, il y a au moins 3 entités qui devront collaborer dans ces maisons d'édition numérique. C'est l'auteur, l'enrichisseur, si on l'appelle comme ça, et puis celui qui va rechercher les financements hybrides permettant la sortie du livre. Sachant que ça ne sera plus seulement le marché, mais ça sera des sources de financement diverses et variées qui l'apporteront. Donc d'une certaine manière, travail d'équipe, mais encore et c'est pour ça qu'on a besoin de maisons d'édition, c'est aussi pour ça. C'est qu'il faut que l'équipe soit apportée à l'auteur. On ne va pas, chacun d'entre nous individuellement, se constituer une équipe, ou alors il faudra vraiment repenser complètement le modèle universitaire français. Mais moi je voudrais bien en tant que prof avoir un assistant IST et un assistant financement, j'en serais ravi, mais ça m'étonnerait que le ministère nous le finance. Et donc si ça ne vient pas du système institutionnel, il faudra bien que ça vienne justement de ce marché éditorial numérique. Vincent. Oui, je rajouterais juste, à vos 3 acteurs, un 4e qui nous semble évident, en tout cas à l'IRI, qui est les contributeurs, et notamment des contributeurs certifiés, des contributeurs qui sont associés à la publication ou qui sont associés à la recherche en train d'être pratiqué par le chercheur. Contributeur au sens financier ou Non, contributeurs intellectuels. Oui. Qui, eux, sont tout à fait dans des domaines que je pourrais citer, très à même d'apporter juste ce que vous appelez les enrichissements, et qui le font bien volontairement parce qu'ils y trouvent aussi un intérêt intellectuel de par la production critique qui va en résulter. Je pense que là, on commence à voir quand même pas mal d'éléments, y compris dans les travaux qu'on mène à l'IRI sur ça. Alors, dans des modèles qui sont effectivement entre MOOC et livre, je suis d'accord avec vous, il y a une convergence, mais il est clair que sur un MOOC, ça se pratique, ça commence à se... En tout cas, nous, on pousse pour que ça se pratique plus facilement. Alors, juste 2 remarques. Une qui va dans le sens d'Olivier Landau. Je pense qu'aujourd'hui, on parle encore de l'économie de l'édition, mais il me semble clair que la grosse économie à considérer, c'est l'économie de la lecture. Aujourd'hui, le gros du chiffre d'affaires, il est fait par les plateformes, de par la lecture que nous faisons des livres. Et les livres qui sont mis en ligne par la BNF, par toutes sortes d'institutions, très gracieusement et avec beaucoup de soin,
Je peux vous dire, je travaille avec eux sur le Linked Open Data. C'est fait de manière extrêmement professionnelle. Toute cette littérature, tous ces livres-là, ils sont versés sur le web. Et ensuite, ce sont nos lectures qui sont l'enjeu économique aujourd'hui. Hein. Je pense qu'on est très largement, j'ai pas des chiffres, mais je pense qu'on a dépassé largement le chiffre d'affaires de l'édition. Si on prend si on prend le chiffre d'affaires des plateformes en termes de traces numériques de nos lectures. Donc ça, c'est un point qu'il faut aussi avoir, même si c'est pas tout à fait la même chose que le monde de l'édition, je suis d'accord, mais c'est quand même lié au livre. Hein. Et enfin, un modèle que je vous signale, qu'on a identifié cette année dans un séminaire de l'IRI consacré à la lecture, donc à la lecture collaborative, qui est assez intéressant, qui est encore très embryonnaire, mais qui est intéressant, qui est un modèle qui est en train de naître aux États-Unis dans le contexte de ce qu'on appelle les social books, c'est-à-dire ce sont des livres qui ne sont pas seulement des livres, et qui ne sont pas seulement des livres que l'on peut annoter en marge, mais ce sont aussi des livres qui peuvent faire événement. Et là, j'attire votre attention sur le fait que le marché, le business model de la musique, est en train de se déplacer très largement du disque ou du MP3, si vous voulez, ou du fichier vers le spectacle vivant. Hein. On voit bien que les chiffres de concerts augmentent, le prix de la musique en ligne est en train de pratiquement se rapprocher asymptotiquement de zéro. Donc il y a un modèle du spectacle vivant qui est en train de naître dans le monde du livre. Hein. Par exemple, pendant un mois, lisez ce livre avec son auteur. Une sorte de partage de lecture avec l'auteur lui-même du livre qui peut se faire au travers du web. Vous voyez ce que je veux dire? Donc des modèles qui se rapprochent de ceux du spectacle vivant, mais autour du livre. Ça me semble aussi une hybridation, on dirait spatio-temporelle, pour prendre un terme cher à l'IRI, hein, parce que là, on est vraiment sur un objet spatial, le livre, qui va être temporalisé par la lecture que va en faire d'abord l'auteur lui-même. Ah, mais il ne fait pas seulement que lire son livre, il répond aussi, bien sûr, aux questions, il discute avec ses lecteurs, et ceci génère une toute autre forme spatio-temporelle. Alors, je voulais dire quelques mots aussi pour rapporter tout ce qui vient d'être discuté au projet épistémaire. Cette réunion n'a pas été faite pour faire la promotion du projet épistémaire, qui d'ailleurs n'est toujours pas un projet validé. Donc, mais en revanche, on l'a bien construit, cette réunion, à partir de la réflexion qu'on a menée dans le cadre du projet épistémaire avec Denis Péchanski et Vincent Minier, et aussi Yannick Prier, et aussi quelques autres, dont Mediapart, dont France Télévisions. Et je tenais à le dire parce que derrière ce projet, qui est un projet scientifique, et un projet scientifique en plus tout à fait ambitieux, qui est aussi très contributif, avec des amateurs, avec des terrains d'atterrissage dans des musées, dans des communautés d'amateurs à Nantes par exemple, autour de l'astrophysique, etc. Cette démarche donc de recherche-action qui a des ambitions épistémologiques, comme son nom l'indique, vraiment grandes, se fait aussi avec France Télévisions et avec Mediapart. Mediapart qui réfléchit au lancement de blogs scientifiques contributifs. Ils font plus que réfléchir, ils sont en train d'y travailler. Nous sommes partenaires de Mediapart. Et France Télévisions, avec qui nous discutons depuis déjà 3 ans sur l'évolution de France Télévisions comme accompagnateur de presse universitaire numérique. Alors, ceci ayant été dit, pourquoi est-ce qu'on a terminé ce séminaire sur les questions d'éditorialisation et de publication, précédé par aujourd'hui une réflexion sur les bibliothèques universitaires? C'est quand même important de le souligner. Et Ishida, dans ce qu'on a vu tout à l'heure, ne rentre pas dans les détails de ce que c'est que la lecture hybride. Il le rapporte aux Digital Studies, parce que le sujet c'était les Digital Studies, donc il parle surtout des Digital Studies et des questions axiomatiques, en repassant par Saussure, etc. Bon, qu'il faut poser, et j'attire votre attention d'ailleurs en passant quand même sur le fait qu'il dit les Digital Studies, c'est surtout revisiter toute l'histoire de la lecture, et de la lecture, pas seulement des livres. Enfin, toute l'histoire de l'activité noétique à travers les supports matériels, c'est vraiment comme ça qu'on le conçoit. C'est pas simplement aller voir le code, les big data, etc. Hein. C'est repenser le rôle des médiations techniques dans la constitution des communautés noétiques. Moi, je les appelle comme ça, les communautés de savants. Les savants, c'est pas forcément les universitaires. Hein. Il y a des savants partout. Une mère de famille qui fait bien son métier est très savante aussi.
Pourquoi est-ce qu'on a terminé par là? C'est parce que ce qui constitue le savoir académique, c'est sa publication. Et c'est le fait qu'il devient public du même coup. Il est publié, et par le fait même, il devient public. L'espace public, prophanes en grec, c'est un espace publié. Et donc la question de la publication est absolument structurante et conditionnelle de la formation d'un savoir de type académique. Ce que j'appelle académique, ça veut dire ayant l'expérience du raisonnement apodictique. Voilà. Je ne vais pas dire forcément raisonnant de manière apodictique, mais se conformant au canon apodictique, comme par exemple, tu disais tout à l'heure, un historien de l'art chercheur se conforme à un certain nombre de canons, mais ces canons ont pour modèle la géométrie. Bon. Et ça, c'est comme ça depuis l'origine de la pensée grecque, et ça le restera, à mon avis, longtemps, enfin je l'espère en tout cas. Ce n'est pas le cas pour Chris Anderson, que vous avez remarqué. Merci beaucoup d'abord à Jérôme d'avoir fait des propositions, parce que quelques-uns ont respecté on honorait, disons plutôt, cette demande que nous faisions, mais tout le monde ne l'a pas fait, donc j'apprécie beaucoup ça. Je voulais dire que ce que tu dis à propos de l'enrichissement, enfin ce qui s'est dit tout à l'heure à propos du livre enrichi, ce que tu as dit toi-même, il y a une discussion qui a eu lieu, y compris sur les questions de normes, d'URL, de mémoire, etc. Et je crois que l'enrichissement, moi, et pour revenir sur la question que posait Olivier Landau, qui est la question du travail d'équipe, moi je crois que l'enrichissement de ces supports éditoriaux, dont je crois comme toi que les MOOC sont un cas particulier, il y a 5 ans que j'ai créé un MOOC, moi, hein, donc, et j'ai une pratique du MOOC, et une pratique très soutenue en plus. Enfin, j'ai jamais appelé ça un MOOC, mais disons que voilà, c'est un sujet que je connais assez bien, de l'intérieur. Nous pensons, nous, que l'enrichissement doit être fait par les étudiants. Pas par les profs, pas par les éditeurs, pas par je ne sais pas quel spécialiste qui va encore taxer l'activité noétique et s'inscrire à son syndicat préféré, mais par les étudiants. Nous pensons que le problème éditorial, c'est un problème de transformation des conditions de la formation. La formation de l'esprit scientifique au sens bachelardien. Et c'est donc un problème, comme je l'avais dit en ouvrant le séminaire lundi matin, de phénoménotechnique au sens de Bachelard. Bachelard qui fait toute une analyse des conditions matérielles de la construction du savoir, qui commence, puisqu'il parle du savoir scientifique, en son sens à lui, hein, rationalisme, c'est dans le rationalisme appliqué, à savoir le savoir scientifique de la physique en l'occurrence. Nous croyons, nous aussi, comme toi, que le cours et le livre, à travers les MOOC ou des choses très différentes, convergent en fait. Il y a une convergence. Et c'est ce qui nous fait dire que l'avenir des universités, c'est de devenir des éditeurs. Les universités qui ne seront pas éditrices disparaîtront. Un point, c'est tout. D'ailleurs, toutes les universités qui tiennent un peu la route, qui sont un peu solides, qui ont une reconnaissance, ont eu des presses universitaires de Lyon, de Grenoble, de Lille. Alors de France, ça c'est autre chose, c'est une coopérative du monde académique, mais sous responsabilité et partage coopératif du pilotage, je ne veux pas dire du management, du pilotage éditorial, c'est-à-dire de la certification. Mais ce que nous croyons, c'est que tout cela, que ce soit du MOOC, du livre enrichi, ou tout, appelons ça comme on veut, ça conduit vers ce que nous appelons, nous, du vidéolivre, qui est un objet spatial. Un livre, c'est un objet spatial, c'est-à-dire qu'il produit ce que décrivait Bruno Bachimon hier à travers l'analyse de la raison graphique, telle que l'a pensé Jack Goody, à savoir une synoptique qui ouvre une possibilité critique. Il permet que ce qui était temporel, la parole de Socrate ayant été spatialisée, l'écriture du livre de Platon, eh bien, Platon, je continue à dialoguer avec lui, enfin Socrate, je continue à dialoguer avec lui, parce que il est devenu un esprit. Et c'est pour ça qu'on parle de la vie de l'esprit. La vie de l'esprit, c'est la vie des esprits. Et qui sont les esprits? Ce sont des réalités temporelles qui sont mortes, mais qui se sont spatialisées et qui du coup survivent. C'est ce que Derrida appelle la survivance. Et nous pensons que le savoir depuis la Chine ancienne, dont parlait tout à l'heure Hidetaka Ishida, jusqu'à pratiquement aujourd'hui était un savoir d'objets spatiaux, que ce soit des rouleaux, des parchemins, tout ce qu'on veut, que ce soit des caractères ou des traces alphabétiques ou autres, et qui sont en train de devenir des objets temporels, des MOOC,
des livres enrichis, etc., qui intègrent de la vidéo, etc. Et en fait, l'IRIS s'est constitué il y a 8 ans sur une idée fondamentalement, enfin 2 idées fondamentales, une qu'on a beaucoup affichée, une autre qu'on a beaucoup moins affichée, mais qui est beaucoup plus importante d'une certaine manière. La première, c'est que, ça vous la connaissez, on l'a souvent dit, les amateurs, et c'est ce dont on parlait avec Gérald Moore, les amateurs sont l'avenir du savoir. Qu'en fait, c'est toujours les amateurs qui produisent le savoir, y compris des amateurs professionnels qui touchent une paye. Mais ils ne sont pas venus d'abord chercher leur paye. Ils sont d'abord venus chercher leur amatorat, l'objet de leur amatorat. Bon, ça, c'est capital. Mais ça, c'est ce qu'on a beaucoup affiché. Ce qu'on a moins affiché, mais qui est plus tangible, et c'est pour ces raisons qu'on a travaillé avec Yannick Prier, par exemple, et des personnes comme lui, c'est que nous nous sommes dit, parce que nous sommes une petite équipe de recherche et développement, nous nous spécialisons sur les métadonnées temporelles, enfin spatio-temporelles. Nous pensons que l'avenir du web, c'est la production d'objets spatio-temporels. Et que de plus en plus, les objets hybrides, ce que tu appelles le livre hybride, ce seront des objets avec beaucoup de temporalité à gérer. Et qu'il faut construire, d'abord, dans un premier temps, on a dit, des instruments pour les amateurs de culture dans le cinéma, le théâtre, les musées, etc., appuyés sur des plateformes de ce type. Donc on s'est spécialisé sur la gestion de plateformes de métadonnées temporelles. Et puis, il y a 3 ans ou 4 ans, nous avons changé de trajectoire, puisque nous avons décidé de nous attaquer aux objets de l'enseignement et de la recherche, et aux supports éditoriaux de l'enseignement et de la recherche. Alors, et le vidéolivre dont je parle, là, c'est un social book aussi, c'est-à-dire que c'est un réseau social, c'est un livre qui sert de réseau social. Moi, je crois qu'il faut que les universités deviennent des nouvelles presses universitaires, que ces nouvelles presses universitaires, ce soient les étudiants avant tout qui produisent. Et ce à quoi nous travaillons aujourd'hui, c'est à faire en sorte que l'évolution, d'ailleurs j'en ai discuté avec Bruno Bachimon pour l'UTC tout récemment, parce qu'on va commencer à démarrer des choses à l'UTC avec mes cours, qu'on fasse évoluer l'acte pédagogique vers un acte éditorial contributif, en réseau, avec des équipes, et les équipes ce sont d'abord les chercheurs et les élèves. Quand je dis les chercheurs et les élèves, j'ai eu la chance d'enseigner 6 ans à Londres. Tous les ans j'avais 2 assistants. J'arrivais, le prof Stigler arrivait, 2 assistants, et puis de très bons étudiants. On sait faire des équipes en Angleterre. Parce qu'un prof, il ne faut pas qu'il s'emmerde. Il n'y a pas de temps à perdre à un certain nombre de choses. Et un assistant, il a besoin de se former à un certain nombre de choses. Je pense que le rôle de l'assistant de demain, ça sera un rôle aussi de production de ce genre de choses. D'ailleurs, c'est un peu ce que fait Paul-Émile en ce moment, dont j'ai souvent parlé ici, Paul-Émile Geoffroy, qui travaille avec nous sur l'éditorialisation de cours et de séminaires, puisque nous faisons ça pour Pharmacon, mais nous commençons à le faire pour tout ce qu'on produit à l'IRI. Ici, je ne pense pas qu'il faille s'adapter. Là, j'ai un point de désaccord. Je ne crois pas du tout que les universités doivent s'adapter au numérique. Je pense que les universités doivent adopter le numérique, s'emparer du numérique et produire une pensée académique du numérique qui fait largement défaut en Europe. Pas aux États-Unis, parce que je peux vous dire que ça pense aux États-Unis. Ce que je suis en train de vous dire là, je l'ai développé à Berkeley au mois de septembre dernier ou d'octobre dernier. Il y avait du monde dans la salle. Et puis, ça se transférait très très vite, parce que on se pose plein de questions dans ce pays-là, mais on concrétise très vite. Voilà. Donc ce à quoi nous croyons, nous, c'est l'édition contributive savante. Quand je dis savante, ça ne veut pas dire ni élitiste, ni d'expert. Enfin, tout ça, pour moi, c'est des mots qui n'ont aucun sens. Et que c'est la classe qui doit constituer l'équipe éditoriale. Alors, en tout cas, la classe dans l'enseignement supérieur de 3e cycle, mais certainement avant pour moi aussi. Si on raisonne comme ça, la question c'est la notation. C'est les technologies d'annotation, les technologies de contribution et les technologies de transindividuation qui font qu'à un moment donné, sur un processus d'annotation qui va se jouer dans la classe 30, 50, 70 étudiants, mais si je mets la chose en ligne, le réseau qui se construit autour, Pharmacon.fr, c'est une centaine d'étudiants sur place. C'est 1000 étudiants réguliers qui suivent tous les cours. Et c'est 25 000 étudiants qui viennent occasionnellement. Tout ça, c'est une énorme communauté qui a une richesse extraordinaire. Et il est possible de la structurer, mais à une condition, c'est de lui permettre de procéder à ce que nous appelons des convergences et des divergences, c'est-à-dire des bifurcations
Par exemple, les cathos et les cocos ne vont pas interpréter ce que je dis de la même manière. Et j'ai des cathos et des cocos dans mon cours. Donc je dis ça comme on disait dans les 70, hein, les cocos. Je faisais partie des cocos. Bon. Et je m'en prenais aux cathos. Bon. Il y a toujours des cathos et des cocos dans l'endroit où je fais des... Bon. Vous savez, c'est Pépone et je ne sais plus comment, là, le film complètement débile. Bon. Pas si débile que ça, d'ailleurs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la société est clivée. Et ça, c'est ton pluralisme, donc je viens à ça. Et c'est ça qui m'intéresse. Et aujourd'hui, on peut tracer cette pluralité et on peut la faire se transformer. Parce que ce qui est intéressant, c'est de voir un coco devenir catho et un catho devenir coco. ça devient... Et après, ça fait ce qu'on appelle un compromis historique. Bon. Ou le pape François. Bon. Mais en tout cas, le monde se transforme. Il y a des processus d'individuation. Le savoir, la géométrie par exemple, ou l'histoire, c'est un processus d'individuation. À l'intérieur de l'histoire, il y a une histoire des mentalités, il y a une histoire des annales, il y a, je sais pas quoi, il y a toutes sortes de méthodes de travail, il y a des façons de fonctionner, et ça constitue des communautés. Ces communautés travaillent ensemble, en même temps elles s'affrontent, et c'est ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la controverse, c'est la négantropie. Donc, le seul critère de scientificité d'une maison d'édition, c'est qu'elle fasse place à la controverse, sous condition de certification, comme tu l'as dit. C'est-à-dire que ça ne peut pas, il faut que ce soit une communauté de pairs qui va dire oui, on n'est pas d'accord avec lui, mais on le reconnaît comme un bon adversaire. Enfin, ou bien on n'est pas d'accord avec lui et on ne le reconnaît pas. Alors, il va aller chez la maison d'édition qui porte le projet alternatif des maisons dont tu parlais tout à l'heure. Nous pensons qu'aujourd'hui, il est absolument possible de faire ça. Et nous pensons qu'en plus, il y a une économie à ça. Pourquoi ? Je vais m'arrêter là-dessus. Alors d'abord, comment faire ? Puisque tu disais, oui, on ne peut pas demander aux universités françaises alors qu'on n'est pas au Canada, quoi. Mais on peut peut-être proposer à des universités françaises d'être candidates avec un appel d'offres en disant, bon, si vous êtes candidat, vous allez avoir des procédures exceptionnelles. Nous sommes dans une situation de transition. Nous devons mettre au point des modèles de transition. Nous sortons des règles et sous contrôle de scientificité, de qualité, etc. On vous autorise à sortir des règles communes et vous avez des allocations de ressources exceptionnelles. Vous avez des possibilités de faire un certain nombre de choses, etc. etc. Ça s'appelle une politique de projet avec des méthodes de gestion de projet et c'est absolument réalisable. C'est comme ça que ça marche aux États-Unis. C'est pour ça que ça fonctionne bien les États-Unis. Je dis pas que je partage pas ce modèle du tout, moi. Mais en même temps, ça fonctionne. C'est-à-dire que quand on veut faire les choses, on peut les faire parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et aujourd'hui, je ne vois vraiment pas du tout ce qui empêcherait qu'on le fasse en France ou en Europe. Mais pourquoi faire ? Et vers quel problème économique Eva m'a fait remarquer à un moment donné, je crois que c'était le premier jour ou le deuxième jour, que voilà, tout ça c'est bien, mais les serveurs ça coûte cher, ça consomme beaucoup d'électricité, qui va payer ? Bon. Nous pensons, et nous trompons peut-être, hein, probablement d'ailleurs on se trompe toujours, mais quand on fait des espèces de prédictions du genre de ce que je vais faire maintenant, nous pensons que dans les 10-15 ans qui viennent, il n'y a pas que nous qui le pensons, Bill Gates le pense, beaucoup de gens le pensent, l'emploi va s'effondrer. Nous pensons que la plupart des étudiants que nous formons à l'université vont aller à Pôle emploi. Et pas simplement ceux qui sont des travailleurs manuels, mais les ingénieurs, les juristes, etc. etc. C'est ce que disait Internet Actu il y a 2 semaines, dont tu m'avais envoyé le lien, avec Guillot. Et ça, il y a un consensus qui est en train de se... Il y a une omerta, ne parlons pas de ça, ça va foutre la trouille à tout le monde, ça va encore faire monter Marine, sauf que il y a un consensus là-dessus. C'est ça la réalité. Et donc nous pensons que l'éducation est absolument stratégique. La seule issue pour sortir de cette crise, c'est d'inventer un nouveau modèle industriel qui repose sur le partage des savoirs. Dans un cas comme ça, il est absolument capital que la puissance publique prenne des risques et mutualise des investissements. Lorsque le camarade Jules Ferry, a créé l'école publique, il a enchaîné sur quoi ? Sur 2 choses. Premièrement, Hachette, qui était un intellectuel qui s'est fait virer par la Restauration, il avait fait l'école normale, on l'a jeté parce qu'il n'était pas suffisamment à droite, disons, pour parler clairement, et c'était un prof, on lui a donné de l'argent, il a acheté une librairie avec l'argent qu'on lui avait prêté plutôt, et il est devenu éditeur. Parce qu'à cette époque-là, être libraire, c'était aussi être éditeur. Les librairies étaient... On parle de la librairie Artem Fayard, par exemple. Hein, c'est un éditeur Fayard. Mais au départ, c'était pas séparable. Et qu'est-ce qu'a fait Hachette ? Eh bien, Hachette, il était
auteur aussi, il était prof, donc il a commencé à faire des manuels. Voilà. Et ensuite, ça s'est installé. Là-dessus est arrivée la presse à journaux, qui a permis d'atteindre des tirages de 1 million de journaux par jour à l'époque du Petit Journal en 1865. Et il y a quelque chose qui a mûri et qui a fait que l'État français a investi tout à coup une part colossale du budget national dans la constitution de l'instruction publique et a constitué une industrie éditoriale française qui reste aujourd'hui une des plus puissantes au monde, mais qui va s'écrouler. Nous sommes en train de préparer, d'ailleurs avec Olivier Ando et Ars Industrialis, une réunion sur l'édition, et nous pensons qu'il y a vraiment le feu au lac, et que si la France perd l'édition, il ne restera plus grand-chose de la France. Quand je dis l'édition, c'est aussi les industries culturelles, France Télévisions et compagnie. Donc, je crois qu'on ne peut pas séparer le problème de l'édition et le problème de la formation, de la recherche et de l'éducation dans à tous les niveaux. Ni des bibliothèques, ni de ce dont parlait Franck Cormeret ou Ishida tout à l'heure. Donc, ce que nous croyons, nous, c'est qu'il est fondamental de reconstruire un projet scientifique autour d'un projet éditorial. Ce qui fait la science, c'est l'édition. Le numérique est une machine à publier, à éditer. Un informaticien ne dit pas un logiciel de traitement de texte, il dit un éditeur. Bon. Et c'est pas pour rien, parce que c'est une technologie d'éditorialisation, c'est une technologie de catégorisation, mais c'est aussi une technologie d'éditorialisation. Il faut là inventer des choses nouvelles, mais il faut le mettre au cœur de la recherche. Voilà ce que je voulais dire pour réagir un petit peu à cette discussion. S'il n'y a pas d'intervention, si tu veux rien ajouter, Jérôme? Non. On va se faire une petite pause de 10 minutes, et ensuite on va attaquer la dernière intervention, qui est celle de Denis Péchanski.